Maintenant, on va parler des ingrédients des méthodes de voisinage. Alors, comme ingrédients, nous avons la mémoire, le choix de la solution initiale, la génération des solutions candidates, la sélection du meilleur candidat et le critère d'arrêt. Voici le processus général d'une méthode de voisinage. Alors, l'étape 1, c'est le choix d'une solution initiale. Donc, on fabrique une solution initiale. Ensuite, une étape d'initialisation. On va initialiser la solution courante avec la solution par la solution initiale obtenue. Puis, on va faire un certain nombre de fois l'itération suivante. Alors, l'itération commence par la génération des solutions candidates, c'est-à-dire le voisinage, NS. Puis, on va choisir une solution dans NS, l'évaluer et, comme résultat de cette évaluation, on va mettre à jour la solution courante. Bien sûr, si la solution choisie est meilleure que la solution courante. Puis, on va, à la fin de cette itération, tester le critère d'arrêt. Si le critère d'arrêt est satisfait, on va sortir. Sinon, on va répéter ce processus. Alors, expliquons un petit peu les ingrédients d'une méthode de voisinage. Commençons par la mémoire. Bon, la mémoire désigne l'ensemble des données qui seront stockées d'une itération à l'autre. Parmi ces informations, on trouve la solution courante. Donc, elle est toujours présente dans la mémoire. Alors, la taille de la mémoire, elle va varier en fonction de la méthode employée. Par exemple, pour la recherche locale, elle est tout simplement réduite à la solution courante. Dans la méthode de la recherche tabou, la taille de la mémoire est souvent très grande, puisqu'on doit retenir beaucoup d'informations sur le chemin déjà parcouru, c'est-à-dire on doit stocker une historique. On va voir ça dans la partie recherche tabou de ce cours. Il faut bien utiliser des structures de données performantes pour bien gérer la mémoire d'une méthode de voisinage. Bon, normalement, on utilise des tables de hachage. Un élément important des méthodes de voisinage est la solution initiale. Comment la générer? Bon, normalement, il y a deux méthodes. Soit on utilise la génération aléatoire, c'est-à-dire on génère une solution quelconque. Donc, normalement, il peut être de qualité médiocre, ou bien utiliser une heuristique spéciale pour obtenir une solution de départ de bonne qualité. Souvent, on utilise une heuristique glouton, c'est-à-dire qui fait le meilleur choix à chaque itération. Par exemple, dans le cas du problème de voyageurs de commerce, on peut soit générer la solution d'une manière aléatoire, soit utiliser l'heuristique des plus proches voisins. Un autre ingrédient fondamental est la génération des candidats. Il s'agit de produire l'ensemble des solutions sur lesquelles va agir la solution pour choisir la prochaine solution courante. L'ensemble des candidats peut être constitué de tout ou partie, un échantillon par exemple, des voisinages immédiats de la solution courante. L'opération de sélection choisit la prochaine solution courante
parmi les candidats. Généralement, le candidat du meilleur coût, c'est-à-dire celui qui minimise la fonction f, mais on peut effectuer d'autres choix. Donc, par exemple, dans le recueil simulé, on choisit un candidat d'une manière aléatoire en fonction de la qualité, c'est-à-dire la valeur de la fonction objectif, et d'un autre paramètre qui est la température. On va voir ça dans la section des recueils simulés. Pour le critère d'arrêt, c'est-à-dire qui définit la condition d'arrêt de la méthode, on peut choisir entre plusieurs critères d'arrêt. Par exemple, on peut fixer un temps d'exécution maximal, ou bien fixer une valeur maximale ou bien minimale de la fonction de coût. On peut aussi fixer le nombre maximum d'itérations. Et dans le cas de recueil, par exemple, on peut fixer la valeur des températures égale à 0. Bon, pour terminer cette partie concernant les notions de base sur les méthodes de voisinage, je vous présente une méthodologie générale à suivre pour implémenter une méthode de voisinage. Alors la première étape, c'est la formulation du problème, c'est-à-dire analyser le problème d'optimisation combinatoire, identifier son type, est-ce qu'il s'agit d'un problème de minimisation, de maximisation, identifier les contraintes du problème et identifier la fonction de coût. La deuxième étape, c'est la représentation ou bien l'encodage des solutions. Il faut donc choisir une structure de données adéquate pour représenter les solutions du problème considéré. On peut choisir par exemple un encodage binaire, c'est-à-dire que la solution est représentée sous forme de bits, un encodage linéaire, c'est-à-dire un vecteur de valeurs entier ou bien des valeurs décimales. La troisième étape, c'est l'identification des mouvements possibles. On peut donc appliquer l'un des mouvements standards, si c'est possible, ou bien définir d'autres mouvements qui sont plus adéquats au problème d'optimisation combinatoire considéré. Ensuite, on passe à l'étape de l'examen du voisinage. Donc, on doit tout d'abord estimer la taille du voisinage. Est-ce que c'est un voisinage petit pour lequel on peut, par exemple, choisir une méthode d'exploration totale, ou bien si le voisinage est très grand, donc dans ce cas, on doit définir un sous-ensemble de ce voisinage. Bien sûr, on doit aussi étudier la manière de parcours de ce voisinage. Alors, dans l'étape 5, on doit choisir une méthode de voisinage, recherche locale, recherche tabou, etc. Dans la sixième étape, on doit choisir la solution initiale, c'est-à-dire on doit décider la manière de la générer. Est-ce qu'on va la générer d'une manière aléatoire ou bien on utilise une heuristique ou bien un algorithme glottant pour la générer. L'étape 7 consiste à choisir les paramètres de la méthode choisie, fixer les paramètres généraux, voisinage, solution initiale, et fixer les paramètres propres à la méthode choisie. Donc, il y a des paramètres généraux qui sont communs à toutes les méthodes de voisinage et il y a des paramètres qui sont propres à la méthode choisie. Ensuite, on passe à l'implémentation. Donc, il faut choisir le langage de programmation. Mais bien sûr, si c'est possible, les packages ou bien les bibliothèques supplémentaires. Par exemple, il y a des bibliothèques
qui permettent déjà d'implémenter des méthodes de recherche locale ou bien de recherche tabou. La 9e étape consiste à effectuer les tests et les résultats, la récupération des résultats. Il faut définir les instances et leur codage. Choix des benchmarks, donc parfois on utilise des benchmarks, c'est-à-dire qui contiennent des instances standards. Et il faut donc décider la manière de mémoriser et visualiser les résultats. La dernière étape consiste à analyser des résultats en effectuant par exemple des comparaisons entre des résultats entre les méthodes ou bien comparer les résultats avec d'autres implémentations d'une même méthode.